Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptiline, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que je vous préparais depuis longtemps et que j'avais vraiment hâte de pouvoir vous filmer. On va parler aujourd'hui clairement d'un lézard de rêve. Que vous soyez débutant en terrario ou plus expérimenté, ce lézard aura forcément de quoi vous plaire. Il est juste derrière moi et il s'agit du Gastropholis prasina. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué le terrarium en fond de mes vidéos, car effectivement, je la prépare depuis un moment, c'est une espèce que je maintiens depuis plusieurs mois. En particulier ce petit mâle, Hermès. Car oui, dans ce terrarium, il y a un couple, la femelle Blue est juste derrière, elle est planquée dans une cachette, donc vous la verrez pas sur le plan, mais il y aura des plans de couple où vous la verrez. Et si je peux prendre en main Hermès, c'est parce que je l'ai eu depuis plus longtemps, et surtout je l'ai eu quand il était bébé, et du coup j'ai pu prendre le temps de l'habituer à mon contact. Le Gastropholis est un lézard très intelligent, donc ça se fait plutôt bien. Alors si tu pouvais éviter de me sauter dans la gueule, c'est vraiment pas une bonne idée. D'ailleurs on rappelle de toujours bien se laver les mains après avoir manipulé ces animaux et surtout de ne pas faire de bisous à son lézard, hein. Des fois ils sont porteurs de petites maladies, c'est mieux d'éviter. On reparlera évidemment de mon couple plus en détail après, mais pour commencer, faisons une petite présentation de l'espèce. Laisse retourner dans ton terrarium. Le Gastropholis prasina est donc un lézard originaire de Tanzanie et d'une petite partie du Kenya. Il va vivre dans un biotope assez particulier, essentiellement des forêts côtières. De ce fait, c'est un lézard essentiellement arboricole qui va vivre dans des zones boisées, mais pas forcément très humides. C'est pas une espèce tropicale qui vit dans la jungle où vous allez devoir maintenir une humidité très importante. En réalité, c'est un lézard où effectivement il va falloir vaporiser un petit peu pour qu'il ait son humidité, pour qu'il puisse aller boire et faciliter sa mue, car c'est une espèce qui mue très mal, on va y revenir. Mais voilà, il faut pas maintenir une humidité ambiante comme si c'était une espèce de la jungle. Le Gastropholis n'a pas de nom commun, uniquement un nom scientifique, c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle. C'est une espèce qui est assez méconnue et il faut vraiment la mettre en avant parce qu'elle est au top. Il n'a donc pas de nom commun, mais pourrait être apparenté à cette catégorie de lézard à longue queue. Et d'ailleurs, contrairement à ce que son apparence pourrait indiquer, ce n'est pas un varan, c'est un lacertidé, une espèce vraiment à part. Mais on arrive à un point très important, c'est qu'en captivité, il est souvent considéré comme le varan émeraude miniature. Pour ceux qui ne connaissent pas le varan émeraude, Varanus prasinus, c'est un des grands grâles de la terrario en termes de lézard. C'est une espèce magnifique qui fait rêver beaucoup de gens, qui a un comportement exceptionnel, qui est très grande, qui va occuper une grande place et qui va coûter un budget très important. Et bien ici, laissez-moi vous dire que le Gastropholis, c'est vraiment le varan émeraude du pauvre. Bon, ça peut paraître un peu réducteur de l'appeler comme ça, mais c'est la vérité. Il va être un petit peu plus petit, mais va avoir énormément de caractéristiques en commun, et surtout, il va coûter 10 fois moins cher à l'achat. C'est pour ça que dans cette vidéo, vous allez le voir, je vais très souvent effectuer la comparaison entre les deux espèces, parce que c'est vraiment important de rappeler qu'elles se ressemblent sur beaucoup de points. Comme vous l'aurez remarqué, déjà au niveau des couleurs et de la forme du corps, c'est assez similaire. On est dans des tons de vert émeraude, tirant parfois vers le jaune ou vers le bleu pour le Gastropholis. Et au niveau de la forme du corps, donc c'est lézards très longs et très fins, avec une queue longue et préhensile. Préhensile, ça signifie qu'ils peuvent s'en servir comme un cinquième membre. Ça leur permet surtout de se déplacer dans les arbres et de s'assurer une sécurité au cas où ils viendraient à tomber. Cette queue, ils peuvent d'ailleurs parfois se séparer de certains morceaux et apparemment ils repoussent. Personnellement, je l'ai jamais vu, mais c'est ce que j'ai pu lire sur internet. Mais les points communs entre ces deux lézards, c'est pas juste l'apparence physique, c'est aussi le caractère et le comportement. Le Gastropholis, tout comme le varan, est un lézard très intelligent. Est-ce qu'il l'est autant qu'un varan? Je ne saurais pas vous dire parce que les varans c'est très impressionnant. Il faut savoir qu'on peut faire du medical training comme on fait dans les zoos avec certains mammifères en leur apprenant à venir toucher une cible par exemple et ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est possible avec le Gastropholis, mais en tout cas c'est un lézard qui est très curieux, sociable et qui peut facilement comprendre certaines choses. Pour vous dire à titre personnel comment est-ce que je suis tombé sur le Gastropholis et comment est-ce que j'ai voulu en avoir, c'est parce que je cherchais justement un lézard coloré, intelligent et curieux, une espèce que j'allais vraiment pouvoir habituer à mon contact afin d'avoir vraiment un animal qu'on peut sortir, qu'on peut prendre en main, qu'on peut nourrir à la pince, qu'on peut même laisser librement évoluer, et pour ça, le Gastropholis c'était un super candidat. Alors attention tout de même, tous les Gastropholis ne sont pas sympas. Faut savoir que mon mâle Hermès, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que pour vous l'avoir montré notamment plusieurs fois en live TikTok où je le manipulais et tout ça, certains propriétaires de Gastropholis étaient choqués de voir à quel point il se laissait facilement prendre. Et surtout pour un mâle, parce qu'il faut savoir que chez les Gastropholis, souvent, les mâles sont plus nerveux et plus timides que les femelles. Et surtout, un point important à savoir, c'est que les Gastropholis sont hyper bipolaire. Honnêtement, c'est un lézard qui a vraiment deux personnalités. Un jour, vous allez venir le voir, il va être tout calme, il va se laisser prendre, il va venir vers vous, il va être curieux, pas du tout stressé une fois que vous allez le manipuler. Et l'autre fois, c'est l'opposé complet. C'est vraiment une bête sauvage, c'est-à-dire que si vous essayez de l'approcher, il va se barrer, il va courir dans tous les sens, paniquer, etc. Il faut s'y faire. Il y a des jours où on peut les prendre, il y a des jours où il faut les laisser tranquilles. Ça fait vraiment partie du caractère de l'animal et c'est amusant à découvrir. D'ailleurs, si vous lui faites peur ou qu'il se sent en danger, il va essayer de vous impressionner avec une posture très caractéristique
caractéristique de l'espèce. Il va se dresser sur ses pattes et sortir sa langue, une magnifique langue rouge vif. D'ailleurs, vous pouvez voir que c'est un lézard curieux. Le mâle est venu se remettre sous ses UV et la femelle est sortie pour venir le voir. Il a sa petite tête qui dépasse et qui est en train de le regarder. Mais quand je vous dis que c'est un lézard vraiment exceptionnel au niveau du comportement, c'est qu'il y a trop de choses à découvrir, c'est super intéressant. Déjà, comme tous les lézards, c'est une espèce plutôt solitaire, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait l'élever seul, il n'y a pas de problème, mais c'est une espèce qui s'élève aussi très bien en couple. La plupart des propriétaires, et c'est notamment mon cas, élèvent les couples ensemble à l'année et il y a aucun problème. Évidemment, quand je vous dis ça, c'est en prenant des individus qui ont une taille équivalente et en continuant quand même de les surveiller régulièrement. Mais vraiment, ça ne pose pas de problème. Ils vont dormir ensemble dans les mêmes cachettes en entremêlant leur queue, c'est vraiment trop mignon. Même si vous n'êtes pas forcément intéressé par la manipulation, le contact avec l'animal et que vous êtes plutôt dans l'observation, et ben là aussi il y aura plein de choses à savoir. En plus, c'est évidemment une espèce diurne qui va être active en journée, donc ce sera beaucoup plus chouette pour ça. Et d'ailleurs, étant donné que c'est une espèce qui marche bien en couple, c'est une espèce qui se reproduit très bien aussi et qui savent plutôt bien se réguler, c'est-à-dire que le mâle va pas être tout le temps sur le dos de la femelle jusqu'à l'épuisement, ça va se faire relativement bien et la femelle va être capable en plus de repousser le mâle quand elle a pas envie. Donc ça c'est super. Car comme vous l'aurez compris, les femelles ont souvent plus de caractère que les mâles. Elles sont souvent un petit peu plus malines et de ce fait, étant donné que c'est une espèce qui se reproduit bien en captivité, vous allez facilement trouver des spécimens nés en captivité, que ce soit sur des groupes de passionnés ou en bourse aux reptiles. Même si c'est pas très connu, ça gagne en popularité et on en voit de plus en plus souvent. Et d'ailleurs, comme je vous le disais au début, elle est aussi très bien adaptée pour les débutants. Alors ce serait pas forcément le premier choix que je conseillerais à quelqu'un qui est jeune ou quoi, mais si vous êtes un débutant un petit peu plus âgé, un petit peu plus posé, qui sait qu'il doit être patient, faire les choses bien, faire attention à son animal, le surveiller, et ben là vous pouvez vraiment avoir quelque chose de très chouette. C'est pas du tout une espèce compliquée, c'est une espèce très résistante, ça y a pas de problème. C'est une espèce qui a aussi un très gros appétit, qui va manger vraiment beaucoup et souvent. C'est pas comme les varans où souvent on fait attention à ce qu'ils soient vraiment sveltes. Le Gastropholis peut être un peu plus rond, donc faut pas hésiter à vraiment les nourrir, surtout quand ils sont jeunes. Ils ont besoin de beaucoup s'alimenter pour grandir rapidement. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont avoir une alimentation variée. Ils vont être évidemment insectivores essentiellement, mais vont aussi être frugivores. Si vous leur mettez des petits morceaux de fruits écrasés ou des compotes comme on peut être pour les geckos à crête, eh bien ils iront les prendre. Évidemment, ça ne remplacera pas les insectes, ça reste une espèce essentiellement insectivore, mais c'est un petit plus que vous pouvez rajouter. Et quand je m'étais renseigné sur l'espèce, j'avais discuté avec différents propriétaires qui en avaient et qui m'avaient dit que parfois ils s'attaquaient aux plantes aussi. Pas tous, mais certains spécimens, en leur mettant des vraies plantes, eh ben ils se mettaient à les manger. Donc au départ pour les miens, j'avais évité les plantes, j'avais vraiment mis uniquement des plantes en plastique, même si je trouvais ça très moche. D'ailleurs, ce terrarium est pas spécialement beau, en réalité, il est surtout utile, pratique, facile pour observer les animaux et tout ça, mais il est pas très beau. J'avais fait des petits tests avec des petites pousses, avec des plantes qui n'étaient pas dangereuses ni rien, et les miens ne les mangeaient pas du tout, ils étaient clairement pas intéressés. Donc petit à petit, j'ai rajouté des choses, j'ai essayé jusqu'à mettre ce gros pied de pothos qui s'en sort très bien. Il le laisse vraiment tranquille et pour ça, il n'y a pas de problème. Ce terrarium, donc, on y vient justement. C'est un 90 par 45 par 90 en flexarium de chez Exoterra. Première chose, est-ce que vous devez élever le Gastropholis en flexarium? Pas nécessairement. En réalité, moi, c'est parce que j'avais ce flexarium-là qui était disponible. Pour les anciens de ma chaîne, vous vous rappelez que c'était celui de mon Neuroplatus sycorae à l'époque. Et c'est un lézard qui peut tout à fait s'adapter en flexarium si la température ambiante le permet. Moi, vous savez que j'ai une température ambiante qui est nickel puisque toutes mes grenouilles sont élevées comme ça. Bon, ici pour le Gastropholis, on a évidemment rajouté une lampe chauffante, mais voilà, pour vous dire qu'il faut quand même qu'il y ait une température ambiante correcte dans le reste du terrarium et il faudra aussi vaporiser un petit peu plus souvent, forcément. Maintenant, l'avantage du flexarium pour le Gastropholis, c'est que, étant donné que c'est du grillage et que lui, il va s'accrocher avec ses griffes, et ben ça lui fait des surfaces d'exploration en plus. Il aura beaucoup plus facile que sur du verre, il sera pas forcément monté comme un gecko. Mais vous pouvez tout à fait les élever dans un terrarium en verre, ce sera même plus facile. Et même pour faire des décors, souvent les flexariums c'est un peu plus galère parce que vous savez pas fixer sur les parois comme on peut faire dans un terrarium en verre. Si vous voulez un couple, partez au moins sur 80 par 40 par 80. Ici donc on a un petit peu de marge, un petit peu de taille en plus. À savoir que là évidemment ils sont pas adultes, ils vont encore grandir. Ça devient pas aussi grand qu'un varan émeraude évidemment, ça reste une espèce plus petite, mais il faut quand même leur donner de la place. Évidemment, pour votre Gastropholis étant une espèce diurne, il va être important de leur mettre des UV. Ils adorent s'y exposer. Moi, pour le coup, j'utilise un T5 10.0, donc qui envoie quand même pas mal. Généralement, on considère que le 10.0, c'est pour du désertique. En réalité, vous avez votre grillage, vous avez la distance avec votre animal. En plus, le fait que c'est une espèce qui vient de Tanzanie, et en Tanzanie, le soleil, ça tape, je me suis dit que du 10.0, ce serait pas de trop. Et effectivement, c'est très bien, ils y sont exposés tout le temps, donc il n'y a pas de problème. À côté des UV, on mettra évidemment une lampe chauffante.
chauffante afin d'obtenir un point chaud aux alentours de 32 degrés, c'est bien. Ensuite pour l'aménagement, ça c'est un peu à vous de voir comment vous voulez faire. Pour ma part, j'ai essayé de diviser mon terrarium en deux parties. Ce que j'ai remarqué, c'est que les Gastropholies avaient rapidement des problèmes de mue. Pour m'être renseigné, c'est une espèce qui a très souvent des petites galères au niveau de la mue. C'est le seul truc réellement chiant dans leur maintenance, c'est qu'il faut faire attention à ça, leur faire pourquoi pas des bains, mais ils vont pas forcément se laisser faire avec ça. Pour essayer de solutionner ce problème, j'ai créé une partie du terrarium un petit peu humide et une partie un petit peu plus sèche. Sur la droite, vous voyez qu'il y a juste le petit ficus qui essaye de tenir comme il peut, le pauvre, mais c'est une zone assez sèche avec l'ampoule chauffante au milieu et le néon UV derrière. Tandis que sur la gauche, on a une zone beaucoup plus boisée avec le potos qui occupe vraiment tout l'espace et crée une atmosphère un petit peu plus condensée, avec des cachettes aussi un petit peu partout, derrière et tout ça. Ce qui fait que quand j'arrose le terrarium, j'y vais directement à l'arrosoir et je passe au-dessus de tout le terrarium pour qu'il y en ait vraiment partout. De ce côté-ci, l'humidité va vraiment rester dans le potos et ça va leur faire un coin où ils vont pouvoir aller se mettre si jamais ils ont besoin de ça. Ça n'a pas vraiment solutionné mon problème. Blue, vous allez le voir sur les extraits, elle est en fin de mue, donc elle a quelques petits morceaux qui restent sur la queue, mais ça va encore. Par contre, le mâle, il est en plein dedans et lui, il a des morceaux de mue partout. Donc c'est un truc où j'essaye de faire attention, de lui retirer des petits morceaux petit à petit. C'est assez chiant, ça fait partie des contraintes de l'espèce et des contraintes de certains reptiles. Ensuite, très important pour votre Gastropholie, ça va être les cachettes. C'est un lézard qui aime bien dormir dans des cavités, par exemple des troncs creux, comme des troncs en liège ou ce genre de choses. Donc ici, on a un petit peu partout des cavités dans lesquelles ils peuvent aller se planquer, des cavités plus humides ou plus sèches, mais comme toujours, vous allez fournir des cachettes à votre lézard et il va choisir d'aller se planquer dans le seul endroit qui n'était pas prévu, à savoir pour moi, derrière le décor de fond en liège. Je voulais mettre un décor de liège et j'ai galéré pour le fixer. Le problème, c'est que du coup, il y a un endroit où c'est un petit peu creux et ils vont se mettre en dessous. Et quand ils sont là, je sais pas aller les chercher. Et c'est justement là qu'est la femelle pour le moment. Donc ce qu'ils font, c'est que la journée, en fait, ils restent cachés là-bas et ils sortent à certains moments. Souvent, c'est le matin ou en fin de journée et ils viennent se mettre au niveau des UV et du chauffage. Évidemment, on mettra une gamelle d'eau dans le fond et vous aurez à peu près tout ce qu'il faut. Le reste, ça va être les bases d'un terrarium classique pour espèces tropicales. On arrive sur la troisième et dernière partie de ces vidéos, le côté expérience perso et la présentation de mes spécimens. Comme je vous l'ai dit, nous avons donc un couple, Hermès, mon mâle, que j'ai depuis le tout début. Je l'ai eu, il avait à peine un mois, qui est un Gastropholis prasina classique, né en Belgique, et Blue, ma femelle, qui est arrivée beaucoup plus récemment et qui est donc un Gastropholis prasina blue, qui est une coloration à part. Alors pour l'anecdote, Blue, elle s'appelait au départ Athéna, mais c'est un ami, Benoît, que vous connaissez bien sur mes vidéos, qui m'a dit « Tiens, pourquoi tu l'appelles pas Blue? Ça fait penser au raptor dans Jurassic Park. » Au début, je me suis dit « Ouais, pourquoi pas ?» Et puis quand je l'ai vu, en fait, j'ai adoré ce nom. Parce que quand vous regardez les Gastropholies, vous avez vraiment l'impression de voir la tête des raptors de Jurassic Park. En plus, j'ai des extraits où elle sort sa tête des buissons, où ça fait vraiment l'impression d'un petit raptor comme ça, intelligent, vif. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce nom. Vous m'avez entendu parler de coloration Blue. En effet, ma femelle est vraiment beaucoup plus bleutée que le mâle. Quand ils sont l'un à côté de l'autre, on voit très vite la différence. Faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de spéculations autour de cette coloration. Il semblerait qu'il y a quelques années, quand la mutation Blue a commencé à apparaître, il s'agissait de spécimens carencés. On avait créé une carence en carotène. La carotène, c'est ce qu'on retrouve notamment dans la carotte, c'est pour ça que ça porte ce nom. Et c'est ce qui va donner les couleurs orange, jaune et rouge à nos animaux. C'est une vitamine qui est nécessaire à leur croissance, dépendant des espèces plus ou moins. Et on avait remarqué que le fait de le retirer à certains individus les rendait un petit peu plus bleutés. Il faut savoir que depuis, ça a évidemment évolué et aujourd'hui, on a des spécimens qui naissent bleus dès la naissance. Même si c'est encore énormément discuté. Personnellement, je vais pas rentrer dans ce débat-là. À titre personnel, d'ailleurs, j'ai pas spécialement de préférence entre le blue ou le classique. En réalité, si j'ai choisi blue, c'est parce que je suis tombé sur elle en bourse, qu'elle était à un prix super intéressant et que j'avais besoin de former un couple et que les femelles, c'est compliqué à trouver. Donc je l'ai prise direct, mais en réalité, j'en avais un peu rien à faire qu'elle soit bleue ou classique. Dans tous les cas, moi je vais la maintenir dans les bonnes conditions, je lui donne une alimentation variée et complète, elle a accès aux UV, au chauffage, donc ça y a pas de problème. L'autre point à noter chez Blue, c'est que si elle était si intéressante au niveau du prix et de l'occasion à ce moment-là, c'est parce qu'elle a un morceau de queue en moins. Comme je vous ai dit au début, les Gastropholies sous certaines conditions, ils peuvent parfois se séparer d'un morceau de la queue, surtout chez les éleveurs, ils maintiennent souvent les jeunes tous ensemble, et parfois dans les jeunes, il y en a qui se tapent un petit peu. Maintenant, c'est une blessure qui était totalement cicatrisée, qui était très bien. C'est juste que esthétiquement, c'est pas très beau, mais ça, comme je vous l'ai dit, moi, j'en ai rien à faire. Je voulais vraiment juste une chouette petite femelle qui allait me permettre de former mon couple. À titre personnel, j'ai pas remarqué que la queue avait repoussé. On va voir si ça va se passer ou pas. Comme je vous dis, ça fait pas longtemps qu'elle est chez moi, donc peut-être que ça met du temps. Mais en tout cas, que ça repousse ou pas, moi, ça me gêne absolument pas. Les trois quarts du temps, on le remarque même pas, en fait. Et elle vit très bien avec ça, elle est en super forme, même si je vous dis, elle est un petit peu plus timide
que le mâle, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. La différence, c'est qu'avec Hermès, je l'ai eu très très jeune et directement, j'ai pas perdu de temps, je l'ai habitué à ma présence. Faut savoir que c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Asie ou aux États-Unis, mais assez peu en Europe. On a tendance à pas du tout manipuler nos animaux, à dire qu'il faut vraiment les laisser tranquilles. En Asie, très souvent, ils manipulent leurs reptiles dès le plus jeune âge afin de les habituer à ça et d'arriver sur des spécimens adultes qui sont complètement désensibilisés et pas du tout stressés. Et moi, je trouve ça assez intéressant parce que votre lézard, que vous le vouliez ou non, il est en captivité, il est né comme ça, il va être conditionné à vous croiser en permanence toute sa vie. Donc, si vous l'habituez à son contact, ça va être beaucoup plus facile de le déplacer, de lui faire des soins, justement par exemple quand ils ont un petit bout de mue qui galère un peu à partir. Pour ça, c'est beaucoup mieux. Et moi, je voulais vraiment un lézard qui soit un compagnon, un chouette animal, qu'on puisse vraiment sortir, qui soit pas du tout stressé. C'est pour ça que j'ai fait ce travail avec Hermès dès son plus jeune âge et que ça a plutôt bien marché. Ce travail, ça consiste par beaucoup de présence, c'est-à-dire rester à côté de l'animal, l'observer, mettre sa main à côté de lui, calmement, pour lui montrer qu'il se passe rien du tout, pour le conditionner à ce que vous soyez présent avec lui. Et puis la meilleure des techniques, c'est évidemment les appâter avec de la bouffe. Étant en plus des estomacs sur pattes, avec eux, ça marche nickel. Je prenais une pince avec un grillon dessus et j'essayais petit à petit de l'attirer sur moi. Vous avez votre pince, vous avez votre grillon et vous allez venir essayer de le stimuler. Et vous voyez qu'il réagit tout de suite. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu remarquer d'assez amusant, c'est qu'il y a vraiment une différence de tempérament entre les deux. Hermès, il est beaucoup plus sociable avec moi, il se laisse prendre beaucoup plus facilement, mais par contre, il est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus speed. Quand il est sur moi, il est pas stressé, mais il veut explorer partout, il monte sur mon épaule, il monte sur ma tête, il cherche. Quand il chope les grillons, il les attrape et il les arrache vraiment, il y va avec du cœur. Là où par contre, la femelle, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus chill. Quand je lui propose des grillons à la pince, elle va vraiment venir d'abord un petit peu le sentir et puis l'attraper avec sa bouche, mais vraiment délicatement. C'est totalement l'opposé, quoi. Vraiment, c'est des animaux tellement fascinants avec tellement de choses à découvrir. Je pourrais vraiment vous en parler pendant des heures. Et du coup, c'est pour ça que si jamais dans cette vidéo, j'ai peut-être pas répondu à certaines questions que vous vous posez ou des choses que vous avez envie de savoir sur eux, n'hésitez pas à le poser en commentaire. C'est vraiment là pour ça. Mais évidemment, des vidéos sur les gastropholies, il y en aura d'autres sur la chaîne, c'est prévu. Je pense que je vous ferai une vidéo consacrée un peu plus vraiment à l'apprivoisement, comment j'ai fait les différentes étapes et tout ça. Mais avant, j'aimerais bien que ça puisse marcher aussi avec la femelle pour avoir un comparatif sur deux spécimens. Je vous ferai aussi un tuto complet de l'espèce, vraiment avec toutes les informations pour bien l'élever. Ici, c'était plus une vidéo découverte pour vous la présenter et pour vous introduire à sa maintenance. Enfin voilà, comme je vous dis, c'est une espèce où il y a plein de choses à dire, plein de choses à découvrir. Elle est fascinante à observer, elle est active, elle est curieuse, elle va venir vers vous. Le Gastropholis, il peut être tout à fait intéressant à élever à part, pas forcément comme solution de secours au varan émeraude, mais vraiment comme une espèce qu'on élève en plus, qui a plein de choses différentes aussi, et elle plaira à un passionné d'expérience parce qu'elle aura plein de choses à montrer au niveau du comportement et de l'activité en terrarium, comme elle plaira à un débutant, puisqu'elle est assez facile et assez abordable. Et si vous les élevez en terrarium, il y a moyen de faire des super décors, tout en liège, avec plein de troncs en liège, plein de cachettes pour eux et tout. Bref, quelle espèce de rêve. Vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus. Moi, je suis fan de cette espèce. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand on m'en a parlé, que je connaissais pas. Et je suis tombé dessus, je me suis renseigné, je me suis dit, mais waouh, mais c'est incroyable, quoi. J'étais vraiment obsédé par cette espèce. Je voulais plus que celle-là. Et depuis que je l'ai, je suis trop content parce que c'est vraiment marrant. Elle est au centre de la pièce. Dès que je passe, je les vois sortir leur petite tête, venir voir les moments de nourrissage. Évidemment, si vous avez un coup de cœur, vous aussi, il faut bien se renseigner. Il faut pas se lancer là-dedans sans réfléchir. C'est une espèce où il faut creuser des informations, aller voir sur internet, il y a d'autres créateurs de contenu, même au niveau français, qui ont fait des vidéos dessus et où c'est vraiment bien. Donc renseignez-vous, mais si vous avez les capacités, élever du Gastropholis, c'est vraiment au top. Je pense pouvoir clôturer cette vidéo, j'espère avoir tout dit, même s'il y a forcément des petits détails que j'ai oubliés. Mettez un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, vous abonnez à la chaîne si vous la découvrez, et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, ciao tout le monde.